Aujourd'hui, nous allons parler du minimalisme et on va l'aborder sous un angle un peu spécial qui est la dissonance cognitive que je ressens réellement lorsque je suis ici à la campagne. Donc, j'ai envie de commencer cette série sur le minimalisme en parlant de mon expérience personnelle parce que j'ai commencé sur la voie du minimalisme il y a plus d'une dizaine d'années. Et euh, tout particulièrement, euh, et bien réfléchir sur ce que le minimalisme a apporté dans ma vie. Et en particulier, essayer de regarder les différents éléments positifs. Et avant de parler en fait de cet apport positif, j'aimerais voir un petit peu comment je me suis confrontée à la réalité de façon assez ambivalente depuis que j'habite à la campagne. J'habite sur une petite île au milieu de la mer Baltique depuis 4 ans et demi. Et ça fait 3 ans et demi que j'ai acheté ma maison avec un grand terrain. Et comme j'avais envie donc de respecter un certain nombre de principes de préservation de la vie, de respect de l'environnement et aussi d'essayer d'être un peu plus autosuffisante en termes de production alimentaire, mais pas que. Je me suis donc renseignée sur la voie de la permaculture et j'ai commencé à aménager ma maison et mon jardin selon les principes de la permaculture. Et l'une des choses que l'on apprend en fait en permaculture, eh bien, c'est que c'est la biodiversité, tous les micro-organismes du sol, les insectes, les oiseaux, et puis les crapauds, les hérissons, enfin bref, tous les êtres vivants qui vont contribuer à faire du jardin un écosystème qui est suffisamment indépendant et peut se suffire à lui-même afin d'éviter d'avoir à apporter des pesticides, afin d'éviter d'avoir donc à lutter contre des invasions. Le système étant supposé être équilibré s'il est suffisamment sain et riche, biodiversité, on parle de diversité, donc d'une richesse en termes des différentes espèces vivantes qui sont là. Alors des espèces que l'on voit donc qui sont assez grosses, hein, bien évidemment comme des oiseaux, comme des hérissons ou des crapauds, mais aussi des espèces beaucoup plus petites. On pense aux insectes, mais aussi les vers, évidemment tous les vers de terre, et puis tous les petits insectes qui vivent dans le sol. Quand on a un jardin vivant comme le mien, on se rend bien compte quand on prend une petite motte de terre dans les mains qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur, même parfois des crapauds qui s'y cachent, mais plein de petits insectes avec énormément de pattes qui sont peut-être des mille pattes, des cloportes, enfin bref, tout un tas de choses dont je ne pourrais pas connaître les noms. Il y a des centaines de- d'organismes vivants. Et puis, il y a aussi toutes les plantes. Alors, évidemment, il y a les plantes que l'on plante soi-même, que l'on sème, et également tout un tas de choses qui poussent par eux-mêmes. Alors, on peut les appeler des mauvaises herbes, hein. Ça va être une définition générique qui va recouvrir en fait toutes les herbes qui viennent là, soit qu'on les ait invitées et qu'on peut juger indésirables, mais en réalité, il y a énormément d'herbes qui sont parfois comestibles, comme l'ortie. Elle pique, alors on n'en veut pas, mais c'est aussi une herbe extrêmement riche qui permet de confectionner des soupes particulièrement délicieuses et riches en nutriments, en vitamines, en fer, minéraux. Mais on peut aussi penser à d'autres plantes, comme par exemple tout un tas de fleurs qui vont être très utiles pour les abeilles. Toutes les abeilles, pas seulement les abeilles à miel, qui sont en fait des animaux qui sont domestiqués par l'homme et qui sont quelque part cultivés, mais des animaux sauvages, tout un tas d'abeilles sauvages, de guêpes et tout un tas d'espèces. En fait, si on dit juste abeille, on pense à notre fameuse abeille qui fait du miel, mais en fait, il y a tout un tas d'espèces différentes, de couleurs différentes. J'en ai vu par exemple des abeilles qui étaient un peu rouges, et donc ils vont être là pour faire la pollinisation de nos cultures, nous apporter donc les fruits, hein, les tomates, les concombres, les petits pois, les haricots, les aubergines, les courgettes, bref, tout un tas de choses qu'on a envie d'avoir. Et puis aussi, peut-être, je sais pas moi, des plantes médicinales. Ça peut aussi être des céréales. On peut également avoir des plantes qui vont nous apporter, vont nous apporter des textiles, hein, je pense, sous nos contrées au lin, puisque le coton, donc, c'est plutôt tropical, mais chez nous, il y a quand même le lin.
Et donc on a besoin de ces insectes pollinisateurs qui nous rendent des services énormes. S'il fallait qu'on fasse à l'aide d'un pinceau, on y passerait des heures et des heures et des heures de dur labeur et pour un résultat en plus pas aussi bon que celui qui est par les abeilles. Voilà. Donc tout ceci pour effleurer en fait ce thème de la biodiversité dans le cadre en fait, dans un cadre plus proche de nous, le cadre de notre jardin. C'est vraiment ce qui entoure notre maison. Ça peut être, pour ceux qui habitent en ville, ça peut être l'espace vert qu'il y a au bas de leur immeuble, ou bien le parc ou le square dans lequel ils vont faire leur footing ou avoir leurs enfants qui vont jouer. Et donc pour avoir aussi peut-être des cultures comme il y a des mouvements comme les incroyables comestibles, donc qui font se développer en fait le jardinage urbain et qui permettent donc aux gens d'avoir des légumes et des fruits proches de chez eux. Et quand on commence à faire ça, on se rend compte qu'on a besoin d'une énorme biodiversité pour éviter d'avoir à utiliser des pesticides parce qu'en fait, moins on a de diversité, donc quand on a des grandes cultures, des monocultures, des grandes cultures avec une seule espèce, un grand champ de maïs ou bien un grand champ de colza, un grand champ de blé, et bien là en fait, quand il y a un parasite qui arrive, il est super content parce qu'il a toute sa nourriture, si c'est le parasite du blé, il a plein de blé, il va pouvoir se multiplier énormément, ça va poser un énorme problème, alors que si on a par exemple du blé qui est avec des arbres fruitiers et puis des fleurs sauvages, alors là, il y a moins de nourriture pour un seul parasite, et donc les parasites vont avoir tendance à se multiplier moins vite. Et puis aussi, il va y avoir peut-être à côté du blé et d'un parasite du blé, éventuellement, il y aura peut-être une fleur qui va attirer un prédateur de ce parasite. Et donc le prédateur, comme il aura un endroit pour se nourrir et se cacher, il va pouvoir venir et manger le parasite du blé. Et donc, ainsi, on n'a pas besoin d'utiliser un pesticide. Et pour que ces systèmes fonctionnent, donc, il faut plein d'espèces. Évidemment, à chaque fois, on va rajouter plein d'espèces. Et pas seulement des espèces végétales, mais on a aussi besoin des champignons. Il y a toute une histoire sur la vie du sol. J'en reparlerai peut-être pour ceux que ça intéresse, avec les interactions très importantes qui existent entre les arbres, leurs racines et les champignons, qui ils se nourrissent mutuellement. Et donc, tout ça pour dire que quand on est dans une démarche de minimalisme et qu'on est chez soi, dans ces quatre murs, donc finalement, notre chez nous, il est déconnecté de la nature. C'est notre espace à nous où on essaye de ne pas avoir la nature qui rentre. On n'a pas les insectes qui rentrent. On ne veut surtout pas avoir les moustiques qui viennent nous piquer. On ne veut surtout pas avoir la poussière. Hein. Le sol, on appelle chez soi, on appelle la poussière, on s'en débarrasse. On fait le ménage pour se débarrasser de tout ce qui vient de l'extérieur. Et quand on fait aussi le ménage de, par exemple, les objets inutiles, cassés, les objets émotionnels dont on veut se séparer afin de se sentir libre, toute cette démarche de minimalisme que certains d'entre vous connaissent peut-être avec des méthodes très connues comme la méthode KonMari ou bien les livres de Dominique Leroux, vous saurez donc qu'on essaie d'avoir le moins de choses possible. On essaie d'avoir le moins de vêtements possible afin de limiter ses choix, le moins de vaisselle possible pour ne pas s'encombrer, pour ne pas avoir trop de rangements à faire. Et puis on va aussi limiter ses mètres carrés finalement pour avoir moins à payer, à ranger, à entretenir. Et donc on est dans une démarche où on essaye d'éliminer un maximum. On essaye de simplifier et d'éliminer. Et cette démarche, elle est totalement opposée à ce qu'on fait en permaculture, à l'extérieur de chez soi. Enfin, à l'extérieur de ces quatre murs, parce que le jardin, c'est quand même chez soi. Donc, on se retrouve dans cette position très inconfortable intellectuellement, où à l'intérieur de chez soi, dans notre cadre, on va dire, des quatre murs de la maison, on essaye de limiter le nombre d'objets qu'on possède, on essaye de limiter le nombre de mètres carrés qu'on possède. Mais à l'extérieur, quand on est dans le jardin, là, on va essayer d'augmenter au maximum la quantité de plantes, d'insectes, d'animaux qui vivent au maximum. Et alors, je ne prétends pas avoir de réponse, parce que dans cette situation, je me retrouve très inconfortable. Après des années où j'ai essayé de limiter mes possessions, où j'ai fait un travail de minimalisme, quand j'ai commencé la permaculture, j'ai
j'ai fait exactement le contraire avec les plantes. C'est-à-dire que j'ai multiplié le nombre de plantes, la quantité, aussi bien que la variété de plantes, des arbres, des plantes basses, des plantes hautes, des plantes annuelles, des plantes pérennes, des plantes bisannuelles. Bref, j'ai dû faire exploser la quantité de plantes que j'ai achetées, de plantes que je dois entretenir, que je dois arroser, etc. Et je me retrouve donc dans une démarche qui est diamétralement opposée du minimalisme dans mon jardin parce que je suis les principes de la permaculture qui sont censés être les plus respectueux de l'environnement. Et donc je me demande en fait si ce minimalisme est vraiment compatible avec la démarche environnementale. Est-ce que c'est... Parce qu'en fait tout le monde le présente comme tel. Moins on a d'objets, moins on consomme, moins on pollue, moins on jette. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Si certains d'entre vous ont réfléchi à cette question et ont été confrontés à ce problème, eh bien, je vous saurais gré de me faire part de vos remarques et de votre expérience dans les commentaires. Ça me fera très plaisir. Et si vous avez apprécié cette petite réflexion, n'oubliez pas de mettre un like. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée, selon le moment qui est chez vous. A plus!